Histoire 1. Il est bien connu que les requins ont tendance à être des animaux très agressifs dans des situations de combat ou de fuite. Dans la plupart des cas, leur réponse instinctive sera de se battre plutôt que de fuir. Ce fut précisément ce qui arriva à Claudia Montagna lorsqu'elle, son mari et leur fils de 6 ans partirent en Australie pour passer des vacances en famille. Le voyage était prévu pour le mois d'août 1972. Habituellement, ils aimaient se rendre dans les Alpes françaises pour des vacances de ski. Mais cette fois-ci, ils décidèrent de remplacer leur aventure glacée et remplie d'adrénaline par une expérience plus paisible, à savoir profiter des plages de Perth. Malheureusement, ce choix allait s'avérer être une erreur tragique. Dès leur arrivée à l'aéroport, ils disposaient de toute une journée pour profiter librement avant de s'installer à leur hôtel. Ils décidèrent donc de passer ces premières heures à visiter la ville, admirant les monuments, découvrant les lieux emblématiques et échangeant quelques mots avec les habitants chaleureux. Plus tard dans la journée, ils prirent possession de leur chambre d'hôtel et se préparèrent à explorer les plages locales. Après avoir trouvé un endroit dégagé sur le sable, ils eurent la surprise de rencontrer l'une des anciennes amies de Claudia qui se trouvait également en vacances en Australie avec son propre mari. Après avoir discuté longuement et rattrapé le temps perdu, l'amie de Claudia leur proposa de participer à une excursion en bateau le long de la côte de Perth prévue pour le lendemain. Tout le monde fut d'accord et ils passèrent le reste de la journée à se détendre en toute tranquillité. Le lendemain matin, la famille rejoignit Abigail, l'amie de Claudia, et son mari, Elliot. Les deux couples, ayant des âges similaires, trouvèrent de nombreux sujets de discussion communs et passèrent un excellent moment à bord du bateau. En tout, une vingtaine de personnes participaient à cette excursion, représentant des horizons très variés. Alors que le bateau atteignait environ la moitié de son parcours prévu, un mouvement soudain attira leur attention à l'avant de l'embarcation, suivi par des cris paniqués. Restant d'abord immobiles et perplexes, ils ne comprenaient pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'une information circule parmi les passagers. Le bateau avait percuté un écueil et la coque était gravement endommagée. Les deux familles, submergées par la peur, retournèrent à leur siège, hésitant sur la marche à suivre. Ils entendirent alors les guides touristiques annoncer qu'ils allaient concentrer tous leurs efforts pour diriger le bateau en direction du rivage, bien qu'il soit encore à plus de 2 miles de la terre ferme. Les secours avaient été appelés et étaient en route, mais leur arrivée n'était pas imminente. Claudia serra son fils Langan contre elle, lui murmurant que tout allait bien se passer et qu'ils allaient tous s'en sortir. Cependant, au fur et à mesure que le bateau prenait l'eau, il devint évident qu'il devrait nager jusqu'au rivage, car aucun canot de sauvetage ne semblait arriver à temps. Ils descendirent précautionneusement dans l'eau parmi les autres passagers, nageant ensemble tandis qu'Abigail et Elliot les suivaient de près. L'eau était glaciale et d'une profondeur vertigineuse, rendant leur progression d'autant plus difficile. Le courant était fort et les tirait lentement plus loin de la côte, mais ils continuèrent de nager contre ce dernier avec détermination. Une foule compacte de personnes se trouvait également dans l'eau, criant et se disputant dans une panique générale. Eric, le mari de Claudia, sentit soudain quelque chose effleurer sa jambe, suivi d'une légère douleur. Pensant qu'il s'agissait simplement d'un rocher ou d'un objet flottant, il continua sans s'arrêter, gardant les yeux fixés sur sa femme et son fils. Quelques instants plus tard, il fut horrifié en entendant Claudia crier avant de disparaître sous la surface avec Langan. Paniqué, Eric plongea sous l'eau pour comprendre ce qui se passait et fut confronté à une scène terrifiante. Une douzaine de requins bulldogs nageaient rapidement juste sous les nageurs. Il aperçut une tache rouge sous lui et en se rapprochant, distingua le visage de Claudia, choquée et terrifiée, tandis qu'elle s'accrochait désespérément à leur fils. Avec toute sa force, Eric plongea pour les rejoindre, les agrippa fermement et donna des coups de pied frénétiques pour les ramener à la surface. Le requin qui tenait la jambe de Claudia finit par la relâcher, mais Eric savait qu'il pouvait revenir à tout moment. Lorsqu'ils atteignirent enfin la surface, un autre requin attaqua Eric, enfonçant ses dents acérées dans sa cuisse et déchirant violemment les muscles avant de relâcher sa prise. Eric, dans un mélange de douleur et de panique, cria aux autres qu'il y avait des requins dans l'eau, ce qui ne fit qu'ajouter à la panique générale. Le bateau de secours était enfin en vue, mais il était encore bien trop loin. Claudia poussa un autre cri déchirant et fut une nouvelle fois tirée sous l'eau, tenant toujours fermement Langan. Eric plongea de nouveau pour les retrouver, mais cette fois, il sentit un autre requin s'attaquer à son bras, ses dents broyant son os avec une douleur insupportable. Alors qu'il commençait à sombrer dans le désespoir, Eric sentit de puissantes mains agripper fermement son bras et le tirer hors de l'eau avec une force désespérée.
Le requin, surpris par ce brusque mouvement vers l'air libre, relâcha finalement sa prise, laissant Eric avec une douleur insoutenable et un flot de sang qui ne semblait pas s'arrêter. La panique, la douleur et le chagrin s'entremêlent, submergeant ses pensées. Affaibli par la perte massive de sang et l'épuisement, Eric sentit ses forces l'abandonner peu à peu avant de sombrer dans l'inconscience, son dernier souvenir étant les cris affolés autour de lui. Lorsqu'il se réveilla, il était allongé dans un lit d'hôpital. Terrifié, il arracha immédiatement son intraveineuse et se redressa en panique. Abigail et Elliot entrèrent dans la pièce pour tenter de le calmer. C'est à ce moment-là qu'ils lui annoncèrent la terrible nouvelle. Claudia et Langan n'avaient pas survécu. Leur corps avait été retrouvé près du lieu de l'attaque, mais personne n'avait jugé bon de laisser Eric les voir, étant donné son état émotionnel et l'état dans lequel se trouvaient les dépouilles. Eric maudit le jour où ils avaient décidé de se rendre en Australie pour ce voyage, regrettant amèrement leur choix. Après quelques jours à l'hôpital, il fut autorisé à sortir. Il contacta Abigail et Elliot pour organiser les funérailles de sa famille, puis retourna en France, seul, avec un cœur brisé et des souvenirs douloureux qu'il allait porter pour le reste de sa vie. Histoire 2. Cette attaque terrifiante s'est produite en Floride, plus précisément au large des côtes des Florida Keys, où un pêcheur du nom d'Alfred Moore s'est retrouvé pris pour proie par un gigantesque grand requin blanc, bien plus imposant que tout ce qu'il avait pu voir auparavant. Alfred, un pêcheur expérimenté, exerçait cette activité depuis 15 ans et maîtrisait parfaitement aussi bien la pêche commerciale que récréative. Il passait la majorité de son temps à pêcher dans les Keys, mais il avait aussi participé à des expéditions sur d'autres côtes américaines, ainsi que dans des lieux exotiques comme l'Afrique et la Thaïlande. La pêche avait toujours été une part essentielle de sa vie, mais cette rencontre allait bouleverser son existence et la faire sombrer dans une spirale infernale dont il ne pourrait jamais vraiment se remettre. Le 2 juillet 1999, Alfred se réveilla de bon matin, remarquant que le temps était idéal pour une journée de pêche. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas attrapé de mahi-mahi, et il se convainquit que cette journée serait celle où il réussirait enfin. Après avoir embrassé sa femme et lui avoir dit au revoir, il quitta la maison pour se rendre à la plage où son bateau était amarré. Sur le chemin des docks, il croisa un de ses amis pêcheurs, Adam, qui lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Alfred déclina poliment, expliquant qu'il avait besoin de s'isoler pour réfléchir et profiter de la solitude. Plus tard, il se rappela avec amertume qu'il aurait peut-être changé le cours des événements s'il avait accepté la compagnie de son ami. Son bateau, conçu pour 2 personnes, était cependant assez facile à manœuvrer seul. Alfred chargea son équipement, démarra le moteur et se mit en route. Après environ 20 minutes de navigation, il atteignit son spot de pêche favori, un lieu connu pour abriter des bancs de mahi-mahi. Il arrêta le moteur et s'apprêta à passer une journée tranquille. Bien que la pêche soit généralement une activité qui demande beaucoup de patience, Alfred appréciait la sérénité qu'elle lui apportait, agrémentée par quelques bières fraîches qu'il avait emportées dans sa glacière. Il installa soigneusement son matériel, laissant 2 lignes suspendues à l'arrière du bateau pour attirer les poissons. Au fur et à mesure que la journée avançait, le contenu de sa glacière diminua, ne laissant bientôt que 2 canettes. À ce stade, Alfred était légèrement enivré, mais il se sentait satisfait de son après-midi. Tout semblait se dérouler comme prévu. Il avait réussi à attraper quelques beaux spécimens de mahi-mahi et était très satisfait de ses prises. Cependant, désireux de remplir encore davantage son congélateur, il continua à pêcher. Alors qu'il surveillait ses lignes, les 2 se tendirent simultanément. Avec habitude, Alfred commença à remonter ses prises, prenant son temps pour fatiguer les poissons avant de les ramener à la surface. Il avait réalisé cette opération des centaines de fois auparavant et tout semblait bien se passer. Mais soudain, les choses prirent une tournure inquiétante. La ligne de droite devint beaucoup plus facile à tirer. Lorsqu'Alfred réussit à ramener sa prise à la surface, il découvrit avec horreur qu'il ne tenait que la moitié d'un mahi-mahi. Le poisson, qui devait peser près de 15 kilos, avait été littéralement coupé en 2 par une créature encore tapie sous la surface. Réalisant qu'un prédateur dangereux se trouvait à proximité, Alfred comprit qu'il était temps de rentrer. Il récupéra rapidement la ligne de droite, mais lorsqu'il tenta de remonter celle de gauche, il se rendit compte qu'elle était coincée sous le bateau. Il n'eut pas d'autre choix que de couper la ligne. Alors qu'il se penchait pour la sectionner là où elle rencontrait la surface de l'eau, il aperçut une silhouette sombre juste en dessous de lui. Avant qu'il ait le temps de réagir, un énorme éclaboussement d'eau obscurcit sa vision, suivi de la pire douleur qu'il ait jamais ressentie.
Le sel de l'eau brûlait ses yeux tandis qu'il essayait désespérément de comprendre ce qui se passait. Devant lui se tenait un grand requin blanc, ses mâchoires puissantes fermement serrées autour de son bras. Il hurla de douleur, mais l'énorme prédateur disparut aussi vite qu'il était apparu, emportant avec lui un trophée sanglant. Alfred s'effondra dans le bateau, le sang giclant abondamment de son bras mutilé et maculant grotesquement les parois blanches de l'embarcation. Il se cogna la tête contre une paroi, mais réussit à ne pas perdre connaissance. En regardant son bras, ou plutôt ce qu'il en restait, une nouvelle vague de douleur et de terreur le submergea. Dans un élan de survie, il attrapa des lignes de pêche de secours qu'il enroula maladroitement autour de son bras, grimaçant de douleur à chaque mouvement. Avec ses dents, il serra le garrot aussi fort que possible pour ralentir l'hémorragie. Malgré la douleur atroce et le sel qui brûlait sa plaie, il parvint à démarrer le moteur du bateau. Chaque seconde était une torture, mais il se concentra sur l'objectif de rejoindre le rivage et de chercher de l'aide. Contre toute attente, Alfred réussit à rester conscient malgré la perte de sang et les 20 longues minutes qu'il lui fallut pour atteindre la plage. Lorsqu'il arriva enfin, il constata avec désespoir que la plage était quasiment déserte, du moins dans la zone proche des docks. Il coupa le moteur et se hissa avec difficulté jusqu'au quai. Sa vision devenait floue, mais il aperçut un petit café non loin de là qu'il avait l'habitude de fréquenter. Il rassembla toutes ses forces pour s'y diriger, mais s'effondra sur le sol carrelé avant de pouvoir demander de l'aide. Un jour plus tard, Alfred se réveilla dans un lit d'hôpital, entouré de sa femme et de leur fille qui avaient accouru depuis une ville voisine. Elles l'embrassèrent doucement et lui racontèrent qu'un employé du café avait appelé une ambulance, lui sauvant ainsi la vie. Alfred les remercia avec émotion pour leur soutien, mais son cœur se serra en se souvenant que le requin avait emporté une grande partie de son avant-bras. Les semaines qui suivirent furent difficiles, mais Alfred, malgré son incapacité à pêcher comme avant, décida de transformer cette tragédie en opportunité. Il ouvrit un magasin de pêche où il enseignait les bases de son métier et sensibilisait les gens aux dangers potentiels. Quant au grand requin blanc, il ne fut jamais revu dans cette région. Histoire 3. Le 4 août 1974, le cœur de Molly battait la chamade, entre excitation et attente. Elle se trouvait à bord d'un bus, en route pour un aquarium très populaire situé à un endroit secret dans le Midwest des États-Unis. Son école avait organisé un voyage pour les meilleurs élèves de sa classe et elle faisait partie des chanceux qui avaient été sélectionnés. À mesure qu'elle se rapprochait de sa place attribuée, ses paumes devenaient de plus en plus moites. Elle allait voir tant de sortes de poissons. Lorsque le professeur compta les élèves avant de commencer le voyage, il donna un signe de tête au chauffeur pour lui indiquer que tout était en ordre. La journée était magnifique et promettait d'être agréable pour tout le monde. On sentait une réelle effervescence dans l'air, chacun étant impatient de découvrir ce qui les attendait. Pour tenter de se calmer, Molly resta assise tranquillement et se mit à penser à la journée à venir. C'était la première fois qu'elle s'éloignait autant de chez elle, et bien que l'attente soit positive, une petite anxiété la traversait, nourrie par les inquiétudes que des imprévus pouvaient survenir. Elle décida de passer le temps en écoutant de la musique. Après environ 1 heure de trajet, le bus arriva enfin à l'aquarium. Il venait tout juste d'ouvrir quelques jours auparavant et avait été conçu par Marie et Henri, 2 biologistes marins passionnés. Leur objectif était de rapprocher les jeunes de la nature afin qu'ils comprennent mieux son importance. Ces 2 chercheurs étaient complètement fascinés par l'océan et la vie qu'il abrite. D'ailleurs, c'est leur engagement commun pour la préservation de la faune marine qui les avait réunis lors d'une recherche dans cette même région. À leur arrivée, les élèves furent accueillis par Marie et Henri qui les guidèrent dans les différentes sections de l'aquarium en leur présentant les diverses espèces de poissons. Ils continuèrent leur visite jusqu'à l'aquarium des requins. Marie commença son explication en soulignant que les requins étaient parmi les animaux marins les plus fascinants et mal compris. Bien qu'ils soient souvent considérés comme des créatures dangereuses, les requins jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème marin, notamment en maintenant la chaîne alimentaire de l'océan. Cependant, Marie expliqua également que certaines espèces de requins pouvaient être fatales pour l'homme si elles étaient provoquées ou si elles prenaient l'humain pour une proie, comme un phoque ou un poisson. À la déception des élèves, l'aquarium ne contenait aucun des requins féroces qu'ils avaient vus dans les films. À la place, il y avait une petite colonie de requins à pointe noire, une espèce généralement plus petite et timide, mesurant environ 2 mètres, et récemment déplacée dans cet aquarium, ce qui augmentait leur stress.
Tandis que Molly écoutait attentivement les faits fascinants de Marie, elle remarqua l'un de ses camarades, Jack, qui semblait distraite, regardant autour de lui sans prêter attention à l'explication. Même lorsqu'il se trouvait devant l'aquarium des requins, Jack semblait ailleurs. Molly s'inquiéta et lui demanda si tout allait bien. Il lui répondit qu'il allait bien, mais il resta près des requins alors que les autres avançaient. Marie poursuivit son discours, expliquant que, contrairement à la croyance populaire, ces requins ne cherchaient pas délibérément à attaquer les humains. En réalité, la plupart des attaques de requins étaient des erreurs d'identité, où l'animal confondait l'humain avec une de ses proies habituelles. Les élèves étaient captivés par les explications, tandis qu'ils passaient devant les expositions sur les coraux. À un moment donné, le regard de Marie se leva de ses élèves pour se perdre au loin, comme si quelque chose l'avait instinctivement alertée. Ce qu'elle aperçut alors la glaça sur place et lui arracha un cri de terreur, brisant la quiétude du groupe. Elle vit Jack, debout de manière précaire sur le bord glissant de l'aquarium, les yeux rivés sur l'eau en contrebas. Il semblait absent, perdu dans ses pensées, et restait insensible à ses appels désespérés. Molly, les mains tremblantes, regardait la scène avec horreur, tout comme les autres élèves, immobilisés par la peur. Tous partagèrent la même angoisse silencieuse, une prière collective pour que Jack ne tombe pas dans le bassin. Marie se précipita dans sa direction, hurlant à plein poumon pour qu'il descende immédiatement, mais Jack semblait figé, comme pris dans une transe inexplicable. Alors qu'elle n'était plus qu'à quelques mètres de lui, il vacilla soudain, perdant pied, et en un instant, le temps sembla suspendu. La chute de Jack dans l'eau déchira le silence, et l'impact fit jaillir une gerbe d'écume, envoyant les requins dans un mouvement chaotique. Les animaux, stressés par leur environnement récent et déjà affamés, s'éloignèrent brièvement avant de revenir en masse, attirés par la frénésie de l'agitation dans le bassin. Jack se débattait dans l'eau, pris de panique, tandis qu'un brouillard rouge éclaboussait tout autour de lui. Les requins, encore stressés par leur arrivée dans le bassin et affamés, commencèrent à mordre Jack, attaquant principalement ses membres. Molly, témoin impuissante de la scène, entendait les cris de Jack et suppliant Marie et Henry de faire quelque chose, mais l'accès au bassin était impossible. Henry, dans un moment de lucidité, attrapa une pioche abandonnée par l'équipe de construction la veille. Il l'enfonça dans le réservoir avec toute sa force, brisant une partie du verre. L'eau se déversa dans la zone autour de l'aquarium, ajoutant au chaos. Marie cria aux enfants de s'éloigner alors que les requins et Jack sortaient du bassin et tombaient sur le sol. Les mâchoires des requins claquaient tandis qu'Henry tirait Jack en arrière, hors de portée des dents mortelles. Bien que les blessures de Jack fussent profondes, aucune artère vitale n'avait été touchée. Le jeune garçon était en état de choc à cause de la perte de sang et de l'eau glacée dans laquelle il avait été plongé. Ils appelèrent immédiatement les secours, tandis que Marie enveloppait Jack dans une couverture. Heureusement, les secours arrivèrent à temps et emmenèrent Jack à l'hôpital. Alors que l'ambulance quittait les lieux, le superviseur du groupe scolaire explosa de colère envers Marie et Henry, les accusant de négligence dans la gestion de la sécurité de l'aquarium. Les élèves furent escortés jusqu'au bus pour attendre l'arrivée de la police. Après avoir fait leur déclaration, ils reprirent le chemin du retour. Les requins, eux, ne purent survivre hors de l'eau. Le zoo fut lourdement sanctionné par une amende et poursuivi en justice par l'école et les parents des enfants, ce qui conduisit finalement l'aquarium à la faillite. Selon les dernières informations que Molly avait eues, Marie et Henry travaillaient désormais dans des emplois modestes, acceptant tout type de travail pour subsister. En ce qui concerne Jack, lorsqu'on lui demanda ce qu'il se souvenait de cet incident, il répondit qu'il ne se rappelait pas avoir grimpé sur l'aquarium. Il s'en était sorti et sa guérison fut complète.